Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour à tous et bienvenue au dernier épisode de la première saison de l'émission Les Dérangeants, le podcast sur l'entrepreneuriat au Québec. Je me présente, Mathieu Charret, journaliste au Journal Les Affaires, sosie de Ryan Gosling et de Ben Affleck, ça dépend des jours, et animateur du podcast Les Dérangeants, l'émission conçue pour et par les entrepreneurs du Québec. Aujourd'hui, notre panel de dérangeants est constitué de, à la tête de Matt et mon monde, il saura vous séduire en vous susurrant des mots doux en italien au creux de l'oreille, le très charnel Carlo Coccaro. Buongiorno a tutti. Ouf! Il sabre le champagne comme personne. Ce tempétueux généticien TDAH de l'entreprise Biogénique vous fera monter les bulles à la tête. Monsieur Étienne Crevier de Biogénique. Salut Mathieu. Tu lui fais monter les bulles à la tête. C'est beau, C'est toi hein? qui as sabré le champagne. Notre en plus. septième dérangeante, l'ineffable divinité de l'impression, son excellence Marie-Claude Duquet du groupe Triton. Hey, ça finit plus, j'aime ça. Ça finit plus, hein, je sais. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs. Vous allez bien? Ça va toi? Ça Ça rock! Hey! va très bien. Gros menu, mesdames, messieurs, ce soir pour ce dernier épisode de la saison. Nous recevons d'abord la YouTubeuse Emma Verdé et on discute de santé mentale et d'entrepreneuriat. Mais on commence d'abord par un petit tour de table. Madame, monsieur, votre coup de gueule ou coup de cœur de la semaine? Moi, je vais y aller avec un coup de gueule. Coup de gueule. Ouais, c'est une période très achalandée, comme j'avais dit dans le dernier épisode pour nous. Puis, ultimement, je délègue pas assez. Je me rends compte que 50% de ma job devrait être en ressources humaines pour aligner l'équipe, pour les motiver, pour rendre leur vie plus facile, leur ouvrir des portes, et je le fais pas. Donc, coup de gueule à moi de pas être je me trouve pas un bon gestionnaire en Je ce moment. suggère l'épisode L'enfer des RH. Ouais, Excellent écoute, sur les dérangeants. j'ai écouté ce podcast, j'ai entendu qu'il était pas pire. Très bon. Marc-Claude? Coup de cœur, coup de gueule. Ces temps-ci, il y a plein d'opportunités qui se présentent. Puis moi, je suis une yes man. Hein. Moi, c'est yes woman. Fait que je dis oui à tout, mais là, il faut que j'apprenne à l'équilibre. Ah. Donc, mon corps m'a parlé dernièrement, d'où la petite voix un petit peu plus rauque. Parce que, ouais, c'est ça qui arrive quand tu dis ah oui à tout. Fait que faut que j'apprenne à un petit peu slow down. Apprendre puis, à dire non. dormir. Puis, tu sais, Sois bête. bête, moi. Ouais, Peut t'es pas assez bête dans la vie. hein. OK, je vais Faut me pas tous être pratiquer. des Je vais essayer Crevier. de comme toi. Ouais. Oh! Ah! Carlo? En me préparant pour l'épisode d'aujourd'hui, on parle de santé mentale, on parle de... Et ça m'a... J'ai réfléchi beaucoup à ça, puis je me suis dit, coup de gueule à moi-même pour peut-être pas être prêt ou capable d'aller voir moi-même un psychologue. On dirait que je respecte beaucoup ça. Je connais plein de gens qui... Je juge pas ça du tout. Puis je me demande si j'ai pas trop d'orgueil mal placé. Je sais pas si je serais capable d'y aller à temps. OK. Ça m'a fait réfléchir à ça, puis C'est intéressant. je vous en parle, puis c'est pas facile! Un petit côté italien, là. Trop Il y a quelque fier. chose, Ouais. italien, T'as une je sais gêne, pas, t'as mais quelque chose qui t'empêche de faire ça? je sais pas si c'est de l'orgueil ou un mélange de, tu sais, on se sent tous un peu super-héros. En tout cas, moi, j'aime ça penser que je suis capable de tout faire. C'est mon point de départ, mais c'est pas la réalité, puis c'est peut-être ça, je sais pas. Mais est-ce que tu ressens un besoin? Est-ce que, en fait... Gardons ça pour le débat. OK. Mais à la question, est-ce que je Toute gagnerais bonne à aller question. voir un psychologue? Moi, je pense que tout le monde gagnerait à aller voir un psychologue pour jaser avec un professionnel externe. Donc, mais j'ai quasiment le goût de le faire, mais je sais pas si je serais capable de En tout cas, moi, je cherche pas cher, mais j'ai pas de licence. Je suis ça comme ça. Donc, t'es comme incompétent dans pas mal tout ce que tu fais, fait que j'irai pas te voir. Oh, C'était Carlo. gratuit, c'était gratuit. On fait une très courte pause et on revient sans Carlo Coccaro, mais avec la YouTubeuse Emma Verdé. Ouch! Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. À l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de 2e cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE.
Bonjour, je suis Marie-Philippe Simard, présidente de Chic Marie. Aujourd'hui, je dérange Sophie Martin, directrice des comptes nationaux, services de cartes et monétiques chez Desjardins pour parler de commerce en ligne. Bonjour Sophie. Bonjour Marie-Philippe. Sophie, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, absolument. Sophie, comme tu sais, Chic Marie fait de la location de vêtements en ligne. Puis le commerce en ligne, c'est pas si simple que ça. Selon toi, ça c'est quoi la première chose qu'il faut que les entrepreneurs regardent quand ils veulent démarrer une boutique en ligne? Il faut prendre le processus en considération dès le début du plan d'affaires. C'est certain que nous consulter, nous impliquer dès le départ, ça évite de s'égarer, donc nous, on peut t'orienter vers les bonnes solutions. Puis ça permet aussi aux entrepreneurs de développer plus rapidement un modèle qui est solide, qui est efficace, qui est sécuritaire. La première chose, c'est de vraiment être capable de bien cibler tes besoins, parce qu'il y a une panoplie de choix de plateformes que tu peux utiliser ou encore de services clés en main. Par exemple, dans les éléments que tu dois regarder, il y a le prix, la langue de l'interface, le nombre de produits que tu veux mettre en ligne, l'hébergement, donc c'est tout vraiment des éléments à considérer. Bien, un gros merci, Sophie, à toi. Merci, Marie-Philippe. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com. De retour dérangeant avec Étienne Crevier, Carlo Coccaro et Marie-Claude Duquette et bien sûr notre invitée, mademoiselle Emma Verdé. Bonjour Emma. Bonjour. Merci de te joindre à nous ce soir. Ça me fait plaisir. Donc Emma, t'es née à Saint-Malo en France, t'es déménagée à Sherbrooke quelques années plus tard. T'as débuté ton aventure YouTube en 2014 où tu présentais ton maquillage puis certaines tenues à tes amis. Aujourd'hui, tu comptes plus de 720 000 abonnés YouTube, 440 000 abonnés Instagram, près de 16 000 abonnés Twitter, 32 000 abonnés sur Facebook, puis tu comptabilises plus de 50 millions de vues sur ta chaîne YouTube, à peu près 1 million par mois. Félicitations. Oui, félicitations, c'est gigantesque. Depuis 2016, tu as entre autres écrit un livre, lancé une collection d'articles scolaires, puis une ligne de vêtements. Donc, Emma, explique-nous comment fonctionne le modèle d'affaires d'une YouTubeuse comme toi. Est-ce que YouTube te paye par mois, te paye par tranche de clics? Est-ce que YouTube, c'est la majorité de tes revenus? Comment ça fonctionne un peu, ce modèle-là? Tous les YouTubeurs sont payés une fois par mois par YouTube. Puis, en fait, YouTube partage ses revenus. Donc, il y a tout le temps une publicité devant les vidéos qu'on peut skipper après 5 secondes, 30 secondes. Puis, ce revenu-là, YouTube le sépare en deux. Donc, l'argent que la marque donne à YouTube pour être devant la vidéo, il y a une partie qui revient aux YouTubeurs. Donc, c'est comme ça que les YouTubeurs font de l'argent. Il y a une deuxième façon, après, c'est de faire des vidéos sponsorisées. Donc, quand tu as pas mal d'abonnés, les marques trouvent ça intéressant de faire des collaborations avec toi, donc de t'envoyer des produits, de t'envoyer des idées de projets à faire avec la marque. Donc, c'est comme les deux gros moyens de paiement que reçoivent les YouTubeurs. Puis après, il y a ce que j'aime beaucoup faire, c'est des projets à part, donc des produits dérivés. Donc, par exemple, écrire un livre, faire une collection de quelque chose. Donc, c'est le truc que je préfère. Puis c'est pas mal les seuls moyens de paiement qu'un YouTuber peut avoir. Puis est-ce que tu peux vivre de YouTube? Ouais. Au Québec? Au Québec, on est peut-être une vingtaine, cinquantaine à vivre de YouTube. Une cinquantaine, oui, quand même. Hein? Moi, peut-être entre 20 et 50, je sais pas si. Regarde-la, à porte du Chanel en ce moment, là, c'est sûr. Avec ses 2 chihuahuas. C'est pas du Christian Dior, non? Je sais pas. Tu parlais de collaboration avec des marques. Quels sont tes critères à toi pour sélectionner les bonnes marques? Parce que tu dois te faire approcher par beaucoup de ces marques-là. Est-ce que tu as des critères ou tu y vas avec les critères monétaires? L'armement, la cigarette. Moi, je pense que j'ai vraiment des gros critères. Je suis assez difficile pour faire des collabs avec des marques. Fait que j'y vais vraiment avec le fit. Si ça marche dans mes trucs, si ça va avec ce que je fais habituellement, je le fais. Puis si les valeurs de la marque aussi, j'apprécie souvent. Il y a des trucs que, par exemple, ces temps-ci, je reçois beaucoup de demandes pour collaborer avec des chaînes de fast-food. Puis il y a plein de gens qui le font, puis c'est bien correct de dire oui à ces demandes-là. Mais moi, je me dis, vu que mes abonnés sont un peu jeunes, c'est peut-être pas la meilleure idée de comme promouvoir ce type d'alimentation-là. La malbouffe. Donc ça, je préfère dire non. Mais après ça, c'est vraiment propre à chacun, je crois. Fait que moi, il y a des trucs que je préfère pas faire. Puis j'y vais avec ce qui marche dans ce que je fais habituellement. Les sujets dont j'aime parler, puis mes valeurs, je pense. Est-ce que tu es régi par certaines lois, certains règlements au Canada, au Québec, sur la publicité, par exemple, la publicité aux enfants, des choses comme ça? Est-ce que tu tombes dans cette catégorie-là ou en étant sur YouTube, vous êtes capable d'avoir des valeurs un peu plus flexibles? Contourner, c'est bonne question, Étienne. Je pense que pour la publicité envers les jeunes, c'est plus flexible sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a un truc qui est super important, c'est de vraiment bien dire aux gens que tu as été payé pour un poste. Donc moi, à chaque fois que les gens me demandent la façon où tu peux voir, dans le fond, qu'un influenceur a été payé pour faire un poste, c'est de mettre le hashtag ad ou hashtag pub. Puis
si la personne l'a mis, c'est qu'elle a été payée pour faire le post. Puis si la personne a été payée pour faire le post, mais n'a pas mis un hashtag pub, donc elle le dit pas, ça, c'est pas correct. Mais c'est une question... C'est subtil. C'est une loi. C'est une loi? Je suis pas sûr. C'est une loi? Non, ça me surprendrait. Non, c'est elle a raison. C'est une norme, mais c'est pas, du placement de c'est produits. pas- Les c'est pas placements de produits forcé. dans les films ou tout ça, ils disent pas que c'est du placement de produits? Non, tout à fait. Dans le Il y a les générique, normes canadiennes de publicité, mais c'est pas quelque chose qui est exécutoire, en fait. Ils OK. peuvent donner un jugement, mais c'est un jugement... Est-ce que là, t'es-tu avocat? Je suis avocat, secrètement. Dis-moi, Emma, tu es représentée par l'agence Slingshot. Pourquoi tu avais besoin d'avoir... Quoi, c'est une agence? Explique-nous un peu qu'est-ce qu'ils font pour toi, finalement. Ils m'ont contacté à un moment où, comme ma chaîne YouTube explosait, c'était un moment où j'avais vraiment, vraiment beaucoup de nouveaux abonnés. Puis j'avais décidé d'arrêter l'école un petit moment pour me concentrer là-dessus parce que j'avais des propositions de projets que je trouvais vraiment intéressants. Puis j'avais pas envie de perdre ces projets-là. Donc, ils sont arrivés à un moment où j'avais tellement de demandes puis de mails. Fait que le Slingshot, il gère vraiment la partie plus les relations avec les marques. Il gère mes mails, il gère les contrats. Donc, il y a un avocat qui doit regarder les contrats, il me donne des conseils sur ce que je devrais approuver, ne pas approuver, tout ça. Puis la partie contenu, c'est vraiment moi qui le fais à 100%. Donc, on se partage un peu le travail. Puis évidemment, ils prennent un pourcentage sur les contrats qu'on fait. Et quand tu as une marque, tu fais du sponsoring, là, pour une marque, par exemple, est-ce que tu penses que ça décrédibilise aux yeux de tes auditeurs? Est-ce que toi, quand tu regardes tes youtubeurs préférés, c'est quelque chose qui te dérange? Ça me dérange s'il y a vraiment un mauvais fit. Okay. Si on voit que c'est une pub, que c'est comme forcé ou que ça marche pas avec ce que la personne fait, c'est ça. Je trouve que ça décrédibilise beaucoup. Oui. Quand on sent que la personne l'a fait un peu parce qu'il y avait un gros chèque, je trouve ça comme... Ça se voit tout de suite. Donc, c'est quoi un gros chèque dans ton domaine? C'est-tu 50 000? Est-ce que c'est 100 000? Est-ce que c'est 25 000? Ça dépend vraiment du nombre d'abonnés, je crois. Okay. Mais même, disons, tu as combien d'abonnés, toi, YouTube? YouTube, 700 000. OK. Disons, quelqu'un qui a 1 million d'abonnés YouTube, est-ce que c'est crédible de penser qu'il peut avoir un chèque de 50 000 $ pour un placement de produit ou c'est plus 25 ou c'est le coût par 1000 que tu payes, ultimement. Fait que, si c'est 700 000, un bon coût par 1000, ça va être 5 $ par 1000. Fait que fais le calcul. Mais est-ce que c'est ça? Je dirais, faudrait demander à quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. On peut aller à 750 000 si tu veux aussi. Sur YouTube, par contre, il y a un moyen vraiment simple de le savoir. C'est à peu près 1 $ par 1000 vues. Donc, on peut regarder le nombre de personnes, le nombre de vues par mois que la personne a. Puis, ça te donne une bonne moyenne du montant qu'elle fait. Mais pour des marques, c'est vraiment difficile. Parce qu'il y a des marques, par exemple, comme du fast-food, où ils savent que les YouTubeurs sont hésitants à sponsoriser ce genre de choses-là. Ils vont mettre les prix vraiment plus haut pour que les gens aient plus les valeurs envie de dire flexibles, oui. finalement. C'est ça. Alors que quelque chose comme une marque bien normale qui fit avec à peu près tout le monde, ça, ils mettent des prix un peu plus raisonnables. Donc, Puis, ça dépend. Okay. Donc, dis-moi, pour un entrepreneur PME au Québec, qu'est-ce que Emma Verdé peut faire pour lui ou pour elle, justement? Est-ce que ça t'arrive d'approcher des marques pour dire comme hey, « j'aime vraiment ton produit, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble ». C'est quoi ton pitch de vente pour moi, Étienne Crevier, PDG de Biogénique, qui a envie de travailler avec Emma Verdé? Je dirais... Moi, c'est assez rare que je vais vers les marques parce que je suis très difficile sur les contrats que je fais. Non, c'est vraiment pas ça. Hey! Non, je préfère vraiment faire des projets comme des produits dérivés ou ma collection de vêtements, j'aime vraiment ça aussi. Donc, je fais pas souvent des collaborations avec des marques. Puis, si, par exemple, il y a une marque que j'adore, que j'aime vraiment, que j'utilise de toute façon puis que ça fitterait vraiment dans mes trucs, c'est sûr que j'irais vers cette marque-là. Puis, je crois que la première chose qu'un influenceur donne à une marque, c'est le public cible, puis son nombre d'abonnés. J'imagine c'est statistique. Est-ce que ton public cible évolue? Parce qu'ultimement, est-ce que dans 5 ans, tu vas toujours toucher la même clientèle? J'ai remarqué que mon public vieillissait un peu avec moi. Donc, je crois qu'il est soit un peu plus jeune que moi, je dirais 50% un peu plus jeune que moi, donc 13 à 17. Puis le reste, c'est vraiment en haut de 17, donc c'est moitié-moitié. Puis ils vieillissent un peu avec moi avec le temps. Je me souviens quand j'avais commencé ma chaîne, mon public était un peu plus jeune. Puis là, plus je vieillis, plus je change mes sujets, je fais d'autres choses. Les gens vieillissent un peu avec moi, donc il y a des gens plus vieux qui me suivent de plus en plus. En prenant de la maturité, les gens te suivent. C'est ça. Ils grandissent avec toi. C'est comme Harry Potter. Puis quand tu as commencé, tu avais quel âge exactement? J'avais 18. Puis à ce moment-là, est-ce que ton ambition, c'était d'être où est-ce que tu es en ce moment? Est-ce que tu réalisais toute la
portée que ça pouvait prendre à ce moment-là? Non, vraiment pas. C'était un peu accidentel parce que je faisais des vidéos puis je les envoyais à mes amis pour les faire rire ou pour... C'était pas pour que les gens s'abonnent ou pour que les gens me remarquent. Puis c'est arrivé comment que tu t'es retrouvé sur YouTube? Ben, je mettais les vidéos sur YouTube pour les envoyer à mes amis puis je trouvais ça bien drôle. Puis là, ils commençaient à avoir des commentaires de gens que je connaissais pas. Puis moi, j'avais 18 ans. Je trouvais ça le fun de répondre aux commentaires. Puis je voyais les likes, les j'aime monter, tout ça. Puis ça m'incitait à en mettre une deuxième, troisième. Puis au fil du temps, sans vraiment que je le remarque, comme ça commençait à être des plus gros chiffres en dessous de mes vidéos. Puis les marques ont commencé à me contacter. Ça s'est vraiment passé graduellement, puis, sans que je le remarque trop. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que, oui, tu étais YouTuber, mais en plus que tu es devenu entrepreneur? Parce que quand tu as commencé tes marques, c'est ce que tu es devenu en même temps. Est-ce que tu t'en rends compte? Je pense que je m'en suis rendu compte quand les gens autour de moi commencent à me le dire, des gens plus vieux ou plus qui sont des gens entrepreneurs ou qui travaillent un peu plus dans le domaine. Le journal des affaires t'appelle pour une entrevue. C'est ça. On va se parler après l'épisode, je pense. À ce moment-là, je le remarque. Mais au début, je pense pas que le premier mot qui me venait en tête quand je parlais de mon métier, c'était entrepreneur. Te considères-tu maintenant plus entrepreneur? J'imagine, si les gens me le disent. OK. Est-ce que tu fais toi-même? Tu te définis pas comme ça? Ben, je dirais... Souvent, je dis plus influenceur. Influenceur. Personnalité publique. Oui, mais depuis que j'ai comme ma collection de vêtements puis ma collection d'activités scolaires, j'imagine que ça rentre plus dans la catégorie entrepreneur. Je te confirme, oui. Oui. Moi, j'imagine. Est-ce que tu fais ça à temps plein? Est-ce que c'est vraiment maintenant une occupation à temps plein? Tu n'es dédié qu'à ça? Oui. OK. Est-ce que tu as une équipe autour de toi? À part le Slingshot, qui gère beaucoup mes contrats avec des marques, non, j'ai rien, j'ai personne d'autre avec. Tu fais le montage, tu fais le tournage toi-même. Pour mes vidéos, je fais tout. Ma collection d'articles scolaires, le Slingshot m'aide un petit peu avec ça. Beaucoup, en fait. Puis, juste un peu, là. Ma collection de vêtements, j'ai décidé de faire ça comme toute seule, complètement. Ça veut dire quoi, toute seule? Tu as dessiné les vêtements? Ouais. Tu les couds toi-même? J'ai engagé une couturière, j'ai engagé... Wow. Fait que je l'ai fait faire à Montréal. Tu es allé chercher les tissus. Puis... OK, t'es vraiment un entrepreneur, là. On va mettre ça clair tout de suite, là. T'es vraiment un entrepreneur. Puis quand t'es une YouTubeuse, c'est qui ta compétition? Qui tu comptes? Est-ce qu'entre YouTubeurs, vous êtes vous compétitionnez? Ou... Non, vraiment pas. On se connaît beaucoup, les YouTubeurs au Québec. Puis on se voit aussi beaucoup. Là. On filme des vidéos ensemble, on fait des événements, on sort ensemble, tout ça. Qui y a d'autres? Fred Bastien? Oui, Fred, je l'aime beaucoup. Cam Grande-Brune aussi, qui est la copine à Fred. Amélie Barbeau, Jessie Bou, Gloria Bella. En tout cas, on est beaucoup, puis on se connaît tous. Puis il n'y a pas de compétition, je pense, parce que c'est pas comme à la télé où il y a un poste pour telle émission, puis là, c'est comme tout le monde fait son audition, puis il y a une personne... On a tous notre plateforme, donc on a chacun aussi... C'est toujours sur demande, donc c'est toujours disponible. Comme tu dis, c'est pas comme à la télé où tu dois choisir entre deux... Non, on a chacun notre chaîne, puis on met ce qu'on veut, puis... J'imagine, c'est ça. Les gens choisissent. Finalement, tu es une compétitrice de TVA ou de Radio-Canada parce qu'une marque, au lieu d'investir à la télé, va investir avec toi sur YouTube. Peut-être. Okay. Mais en même temps, j'aime être à la télé des fois puis faire des trucs. Par exemple, j'aime beaucoup VRAC. Fait que j'aime faire des collabs avec eux. Donc, je dirais que j'ai pas envie de dire que je suis leur compétitrice. C'est sage. C'est sage. Est-ce que c'est plus payant tes produits dérivés ou YouTube? Ça dépend encore à quel niveau. OK. Mais à mon niveau, c'est plus payant des produits dérivés. OK, oui. Que YouTube. OK. Ça dépend ce que tu fais aussi parce que, par exemple, ma compagnie de vêtements, j'ai investi beaucoup d'argent là-dedans. Donc, au début, non, c'est comme... typiquement entrepreneur. Donc, au début, non, mais ça dépend quel genre de produits dérivés tu fais. Tu vis bien, finalement, de ça. En ce moment, tu vis très, très bien, tu es confortable. Est-ce que ça te fait peur un peu, dans quelques années, d'être un peu, je veux pas dire has-been, là, mais d'être un peu dépassé ou t'es plus à la mode? Même technologiquement, ça sera peut-être plus YouTube. Exactement, ça peut être d'autres plateformes. Pokémon Go. Un plan B? Ben, moi, je m'attends tout le temps au pire. Donc, je me dis que quand j'avais arrêté l'école... T'es vraiment un entrepreneur, Quand j'avais arrêté l'école, je me disais comme, j'arrête pas l'école, c'est sûr que je vais y retourner à un moment. C'est juste que là, je mets ça sur pause parce que j'ai envie de saisir les opportunités qui arrivent en ce moment. Mais j'imagine que si à un moment, que ce soit dans 6 mois ou dans 4 ans, si tout ça commence à arrêter un peu, je retournerai sûrement à l'université. Ça me dérangerait pas plus que ça. Okay. Est-ce que tu sens un risque de faire une dépression si tu n'as pas assez de likes? Tu sais, souvent, on dit que le like est comme
un stimuli dans le cerveau pour n'importe qui, parce que, mon Dieu, c'est un rush d'attention. Parce que de ton côté, si tu n'en as pas assez, c'est comme ça, l'effet pervers de dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on devient technodépendant, c'est ça, à faire ça? Je pense pas, parce qu'au départ, je faisais vraiment pas ça pour avoir l'attention sur moi. Fait que je pense pas que ça... ça se développe pas? Pour moi, non, en tout cas. Non. Okay. Fait que je réussis pense... à faire une coupure. Carlo prend des notes, là. Oui. Donc là, à plus court terme, t'es influenceuse, t'es youtubeuse, t'es entrepreneur, je te le confirme. Où est-ce que tu te vois à plus moyen terme? Bien, j'aimerais beaucoup continuer à évoluer comme l'âge, comment on dit ça, à évoluer mon public. Ton persona. Oui, c'est ça. Puis continuer à faire des choses qui me passionnent, que j'aime pour que mon public s'intéresse toujours puis grandisse avec moi un peu. Puis, fait que je pense que plus tard, j'aimerais continuer un peu ce que je fais, mais peut-être plus mature ou parler de sujets que j'aime à ce moment-là. Et moi, dernière question, t'es devenue une marque en soi. La marque Emma Verdé. Est-ce que c'est difficile d'être, aussi exposé que ça, donc exposé à la critique, puis on sait que sur Internet, ça peut être assez virulent, là, de un, puis de deux, est-ce que c'est frustrant des fois de ne pas pouvoir sortir en pyjama dehors pour aller au dépanneur? Ou il faut toujours que tu soignes ton image? Oui, bien... J'avoue que ça, c'est peut-être le côté de la job que je trouve le plus difficile. Surtout, j'habite dans un quartier qui est vraiment familial. Fait qu'à chaque fois que je sors, tantôt, pour venir ici, je suis sortie, puis il y avait des petites filles devant chez moi. Puis c'est toujours le fun, mais en même temps, des fois, ça crée vraiment un genre de... C'est plus juste mon métier qui a changé, c'est mon mode de vie. C'est vraiment plus comme avant, puis ça va pas redevenir comme avant tout de suite. Fait que des fois, je trouve ça un peu difficile. Je suis quand même quelqu'un qui aime être toute seule, qui aime... qui n'a pas besoin d'attention. Fait que des fois avoir... solitaire. Puis j'aime ça. Donc, des fois, avoir trop d'attention d'un coup. Je me rappelle comme les premiers meet-ups que je faisais, c'était pour mes signatures de livres. Puis quand j'arrivais, puis qu'il y avait comme des centaines et des centaines de personnes, puis je pouvais faire des photos pendant 5 heures, à la fin, je me sentais un peu bizarre d'avoir autant d'attention. Épuisée. Ouais, puis je sais pas si j'aime ça ou si j'aime pas ça. OK. À découvrir dans un prochain article du Journal des Affaires. Donc, merci beaucoup, Emma Verdé, pour ton passage à l'émission. Nous, on fait une courte pause, puis on se retrouve pour discuter d'entrepreneuriat et de maladies mentales. Pour la discussion, les PDG se cachent pour pleurer. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence, Banque nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Une question que les jeunes entrepreneurs me demandent souvent est qu'est-ce qui m'a fait prendre le saut pour partir ma business? Alors, j'ai pris le pas dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours voulu poursuivre ma passion pour la fabrication de la bière, combiner ça avec le démarrage d'une entreprise. Alors, pour moi, c'était vraiment de contrôler mon propre destin. Pour plus d'informations, concordia.ca/GCE. En matière de droit, les entrepreneurs ont de bons et de moins bons réflexes. Voici la question Garling WLG. Alors, comme vous le savez maintenant, nos amis du cabinet Garling WLG ont une question pour nous à chaque épisode. Cette semaine, ils nous demandent, à part l'argent, qu'est-ce qui nous sépare d'une première ou d'une deuxième fusion-acquisition? Parce que toi, Marc-Claude, t'en as déjà fait un achat, une acquisition d'entreprise? Oui, moi, à 26 ans, j'ai fait ma première acquisition d'entreprise familiale. Respect. Thanks. Puis, moi, je suis déjà même en mode acquisition là, pour la prochaine année. C'est quelque chose que j'aimerais recommencer. Pour l'acquisition, honnêtement, je me suis tournée à des tonnes de professionnels. Donc, que ce soit avocat, comptable, fiscaliste, notaire, je me suis vraiment bien entourée et je leur ai fait confiance de A à Z. Oui, parce qu'on ne peut pas tout savoir, tous les tenants aboutissants d'une fusion d'acquisition. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, toi, Étienne. Ben, c'est extrêmement complexe. Puis la croissance par acquisition est un thème assez récurrent. Là. La consolidation d'un marché, puis d'aller chercher d'acheter du BAYA pour aller chercher d'améliorer ta situation. On regarde dans le pharmaceutique, ça se fait tout le temps. Nos amis qui ont acheté Poker Stars de Montréal, de mon côté, qu'est-ce qui me bloque? C'est vraiment de trouver le bon projet parce qu'après ça, c'est tellement complexe, c'est tellement monstrueux du M&A que si c'est pas dans ton plan stratégique, fais-le pas. De faire une fusion-acquisition parce qu'on t'arrive avec un projet,
j'avais un mentor qui m'avait dit, écoute tout le monde qui vient te voir. Tu sais, pose des questions, prends le temps de t'asseoir, ils vont te donner de l'information intéressante. Mais là, de vraiment changer ton plan, changer ton roadmap pour embrasser une fusion-acquisition, non. OK, intéressant. Moi, j'ai toujours admiré ceux qui ont réussi à vendre des entreprises parce que pour moi, c'est un symbole d'une réussite, en tout cas en affaires. Moi, c'est mon rêve d'acheter une ou plusieurs entreprises et d'en revendre une ou plusieurs. Je voudrais faire ça au moins une fois dans ma vie, mais c'est clair que mon rôle à moi, je le vois comme étant d'aligner cette décision-là sur la vision stratégique puis où on veut aller. Mais pour tous les aspects légaux, techniques, il n'y a aucune chance que je fasse ça seul. Il y a quand même un aspect intéressant que moi, j'ai appris récemment, c'est que tu peux acheter une entreprise pour son déficit. Fait que quand il y a une entreprise qui a accumulé beaucoup de déficits, tu l'achètes, tu consolides et donc... Ça te permet d'économiser de l'impôt. Exact. Intéressant. C'était la question Garling WLG. Pour les conseils de l'équipe Garling WLG, rendez-vous sur la page Facebook des Dérangeants. De retour dérangeant avec Marie-Claude Duquette, Étienne Crevier et Carlo Coccaro, place maintenant la discussion sur la santé mentale de nos entrepreneurs, une discussion intitulée « Les PDG se cachent pour pleurer ». Marie-Claude, Carlo, Étienne, vous travaillez beaucoup, vous vivez beaucoup de stress, de situations anxiogènes. Puis il y a une étude de l'Université de Californie qui a fait un lien entre l'entrepreneuriat et la maladie mentale. Il paraît que 49% des entrepreneurs ont des problèmes mentaux. Ça peut être des problèmes de dépression, d'addiction, de désordre bipolaire, de TDAH, d'anxiété. Trouble narcissique. Trouble narcissique, effectivement. On n'aimera pas de nom. Donc, est-ce que... Il se connaît bien, en tout cas. Oh, il se connaît, Carlo. Et est-ce que de parler de ces problèmes de santé mentale, c'est encore un sujet tabou dans le monde de l'entrepreneuriat? Oui. Oui. Totalement. Oui? Pourquoi? Oui. Ben, j'étais allée à une conférence une fois avec Dominique Gagnon, justement, qui aborde le sujet qu'on est 49% atteint de maladie mentale. Puis dans la salle, il dit « Qui ici est atteint de maladie mentale? » Personne lève la main. 49% n'ont pas levé la main. Là. Non, 49% non. Peut-être 3 madames. Puis après ça, c'est qui ici, leurs enfants sont atteints d'une maladie comme le TDAH? Là, je pense que c'est 90% de la salle qui ont levé le bras. Ah, OK. Parce que je pense que c'est génétique. Fait qu'il y a quelque chose à se poser là-dedans. Oui, on a peur de le dire. Là. Ouais. Oui, puis les entrepreneurs gèrent des sous, gèrent des employés, gèrent des beaucoup, projets, là. ont des investisseurs pour la plupart. Moi, je pense, j'ai pas d'investisseur, mais je pense pas que ton investisseur, il veut entendre ça. Il y a vraiment une notion de c'est pas vrai que tout le monde est ouvert à ce que l'entrepreneur soit déprimé, soit ultra stressé, ait de la difficulté à dormir. Des fois, il faut le cacher parce qu'il faut aller chercher de l'aide. Là, on s'entend, je pense que tout le monde valorise ça. Mais en même temps, il y a un tabou. Chez les hommes, il est encore plus grand, mais il y a un tabou parce que c'est de la même façon que les grands sportifs de haut niveau, ils vont pas dire ces affaires-là. C'est trop tabou dans leur milieu. C'est-tu vrai, Marie-Claude, que c'est plus facile pour les femmes de le dire? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression que c'est plus facile. Est-ce qu'on est plus ouverte, par exemple, à aller chercher de l'aide? Peut-être. Moi, honnêtement, on parlait d'avocat tantôt, que ce soit d'avocat, de comptable, de notaire. Moi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne autant personnel parce qu'il y a des enjeux, tu fais face à des gros questionnements parfois, puis c'est pas un comptable ou un avocat à ce moment-là, puis ça peut être un coach, ça peut être un mentor. Moi, je suis allée me chercher de l'aide pour justement m'épauler là-dedans. Étienne? Ben, moi, ça vient du fait que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, selon moi, s'enseigne très difficilement. C'est pas un parcours qui existe depuis très longtemps comme la médecine ou être avocat ou être pilote. C'est assez récent dans l'histoire du Québec que vraiment on valorise l'entrepreneuriat et ça prend vraiment des couilles solides pour survivre à ce rythme de vie-là. Moi, j'ai fait une thérapie. Je suis très porté à aller voir des psychologues pour parler, pour vider mon sac. J'aime bien prendre quelqu'un, lui dire « Je te donne 100$ puis je te vide ma marde. » Puis t'as pas le choix d'écouter. T'as 1 heure. C'est ultimement quelqu'un qui a vraiment un point de vue externe, qui fait pas partie d'aucun des problèmes, donc qui peut vraiment agir comme un élément de solution. Et je connais personne qui a atteint un haut niveau de performance, que ce soit en entrepreneuriat ou dans le sport, qui ne consulte pas. Okay. Donc, c'est une solution. Là. C'est une solution et le fait que ça soit pas implicite dans le processus de dire, écoute, si moindrement que tu atteins 10 employés, prends-toi un thérapeute. Comme ça vient avec. Ah oui, tant que ça? Ah ouais. Selon moi, c'est... Il y a un lien direct en disant, j'ai à dealer avec... Une masse salariale, un minimum payroll, des gens une famille, tu sais, je prends juste Olivier, qui est mon directeur des technologies, mon CTO en anglais. Il y a 4 enfants, sa blonde travaille, mais veut rester de plus en plus à la maison. Donc, si le payroll ne rentre pas, j'ai une famille sur la Rive-Sud de Montréal, à Saint-Hubert, qui ne mange pas
6 personnes ne mangent pas ce soir. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est justement éviter d'attendre trop longtemps, c'est de prévenir, c'est d'aller chercher de l'aide, c'est d'aller... Puis moi, je me suis laissé dans mes notes, je pense que je ne vais pas assez chercher d'aide en prévention, en support. Il y a vraiment de l'orgueil dans mon affaire qui n'est pas sain. Juste pour le rachat d'entreprise, c'était avec ma mère... C'était conflictuel. On a vécu des tonnes d'émotions. Puis, je suis allée chercher de l'aide, dire là, je suis plus capable. Là. Je vais y arracher la tête. Comment je peux la placer? Puis, non, mais là, je dis, là, ça continue de même. Il y en a une ou l'autre qui survivra pas. Là. I know a guy who know a guy. Oui, c'est ça. Ouais. Il fait ça de son sideline, Étienne. Hein? C'est beau le stress, dans un sens, parce que ça peut être un moteur. C'est un moteur. C'est un moteur. Hein? Puis, on le voit, les journalistes, c'est leur deadline, les entrepreneurs, et tu as besoin de décrocher des contrats si tu veux que ça fonctionne. Des revenus. Des revenus, évidemment. Mais il y a des limites aussi. Ouais. C'est quand est-ce qu'on se rend compte qu'on a dépassé la limite un moment donné? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Puis comment on fait quand il y a trop de stress? Moi, j'ai une anecdote avec ça. J'ai toujours dit depuis, ça fait 12 ans moi, que je suis entrepreneur. Dans les 7-8 dernières années, à tout le monde qui me demandait « ça te stresse-tu ça? » Je disais « non, le stress ne m'atteint pas tant que je vis avec le worst-case scénario, donc le pire des résultats. Si je suis capable de l'accepter, je fais « OK, ben la vie est belle, je vais m'arranger avec ça. » Mais 2 fois dans ma carrière d'entrepreneur, j'ai vécu du stress. En 2008-2009, cours supérieur, poursuite, contre-poursuite, ça a duré 1 an. L'enfer. L'anecdote en lien avec ça, c'est... Ça faisait 9-10 mois que ça durait. Je marchais avec ma femme et mon premier garçon qui était bébé à ce moment-là. Puis je disais à ma femme, sais-tu quoi, Isabelle? C'est ça ma vie. Je veux plus que ça se reproduise. C'était pas réglé encore. On savait pas que ça allait se régler. Mais j'ai pris conscience que, regarde, ça peut se reproduire à chaque année. Un fournisseur, un client peut nous poursuivre pour des bonnes et mauvaises raisons. Il faut vivre avec. Puis ça m'a aidé à mieux gérer le stress. À mieux accepter, finalement. Oui, ça fait partie du chemin. C'est de dire, OK, ben ça fait partie du chemin, je vais vivre avec. Puis juste pour terminer ce bout-là, dans la dernière année, ça n'a pas été une année facile pour ce qu'on fait. J'ai vécu un stress qui était plus financier. Et là, je me suis rendu compte, OK, c'est pas vrai que tu es immunisé au stress, Carlo. C'est juste que la situation faisait en sorte que ça te stressait pas. Mais là, ça a duré quelques semaines, quelques mois où j'étais plus anxieux par rapport à ça. Puis ça m'a remis un peu les 2 pieds sur terre sur, regarde, pense pas que tu es un super-héros par rapport au stress. Quand tu en as à vivre, tu le vis. Puis, Mais ça, c'est intéressant parce que les entrepreneurs, on n'est pas immunisés au stress. C'est juste que notre définition du risque est différente. Donc, on est peut-être immunisé plus au risque, mais les conséquences du risque, c'est le stress, c'est la faillite. C'est la même chose qu'une personne qui n'est pas entrepreneur. Là. Ben exactement. Et ultimement, la seule différence, c'est je pense que quand je regarde Marc-Claude, Carlo, on est tous des optimistes. Moi, je regarde mon verre, là, il reste 20 % dans mon verre, mais crème, je vais être content qu'il en reste 20 % puis je vais pas dire « Ah, il est où mon 80 % ouais. Et des résilients aussi. Ben exactement. Contrairement à des gens en finance, moi, je regarde des comptables, des CFO, eux sont payés pour voir les pires scénarios. Ouais. Donc, leur job, c'est d'être pissou ou d'être négatif et justement dit, ben il faut pas qu'on fonce, il faut pas qu'on saute, tandis qu'un entrepreneur va voir et dit, ben écoute, j'ai 20 % de chance de succès, mais c'est pas grave, je vais sauter pareil. Mais j'ai envie de dire que c'est une parcelle d'insouciance. Ben on est insouciant. C'est de l'insouciance. Je pense que c'est de pas... Ben c'est ça, une fois, j'ai répondu à un article, puis j'ai dit, j'ai naïvement, puis j'étais pas naïve, j'avais tout analysé, mais honnêtement, même si j'avais tout analysé, j'étais un peu insouciante, puis il faut cette insouciance-là, parce que sinon, on ferait rien. Mais c'est la différence dans le stress qu'on vit, c'est un stress qu'on a choisi. Puis en plus, on est en contrôle souvent. On est souvent dans le poste conducteur. Donc ça, c'est une façon qui nous aide à gérer le stress. On a une impression de contrôle. Bien, on l'a plus que nos employés. Oui. Donc ça en tout cas, moi, ça m'aide à gérer ce stress-là. Mais il est là, puis des fois, il arrive, puis il nous frappe d'en face plus vite qu'on pense quand on l'anticipe pas bien. Avez-vous déjà vécu vous-même des épisodes personnels de dépression, de burn-out, de difficultés quelconque? En rétrospective, je dirais que probablement que j'ai eu un trouble dépressif à un moment donné. OK. Est-ce que j'ai été médicamenté? Non. Est-ce que ça a été diagnostiqué? Non. Mais de dire que, mon Dieu, j'avais envie de dormir 12 heures par jour, que c'était vraiment... Ça faisait 2 ans que Biogénique était dans mon sous-sol. Je me levais tous les matins. À la fin, on était rendu 15 qui rentraient chez nous tous les matins pour travailler avant qu'on déménage. J'étais incapable de dormir. J'allais faire des siestes. C'était combiné avec une apnée du sommeil qui a été diagnostiquée ensuite. Puis, quand Biogénique est déménagé, j'ai été diagnostiqué mon apnée. Là, j'ai commencé à mieux dormir. Puis au contraire, ce qui est drôle, c'est que ça l'a sorti de l'insomnie. Parce que là, je commençais à mieux dormir, avoir un sommeil récupérateur. Puis là, je me rendais compte que, mon Dieu, non, c'est le contraire. Je fais de l'insomnie, en fait. Puis de là qui a emmené plus la thérapie. Puis... Oui, ben moi aussi, j'ai eu un épisode plus difficile. Puis c'est là que j'étais allée me chercher de l'aide. Puis... Qu'est-ce que tu as fait?
Ben, j'étais allée me chercher une psychologue. Qu'est-ce que tu lui as dit? On s'en parle en corridor. On s'en parlera tantôt, oui. La relation avec ta mère, là. Oui, mais ça faisait partie. Non, ben, c'est aussi des questionnements. C'est du c'est difficile, c'est familial aussi il y a comme transfert. Ça, puis c'est ça ta question. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que je suis le chemin qui est ma destinée ou c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire? Il y a tous ces questionnements-là, puis aussi l'individu en arrière. C'est une chose d'entrepreneur, mais il y a aussi l'individu. On a nos choses à régler. Puis en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employeur, on se doit aussi de régler nos choses pour que quand on arrive dans un échange avec un employé, ce ne soit pas nos blessures, puis on soit capable de faire aller notre leadership. Non, c'est ça. Ben, moi, j'allais dire, dans ce que Marie-Claude disait, il faut qu'on soit... On n'a pas le choix de mettre un masque dans notre travail. Tu sais, nos employés ne peuvent pas nous voir si déprimés que ça, ou si fatigués que ça, ou si peu optimistes, parce qu'il y a des journées, des fois, où moi, il y a des journées dans les dernières années où des fois, je ne voyais plus le chemin. Là. Je me disais, je m'en vais où, là? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais où? Tu peux pas laisser ça transparaître à tes employés puis à tes partenaires, parce que c'est le début de la fin. Fait que ce masque-là est une force dans la mesure où ça nous permet de bloquer certaines émotions puis de continuer à travailler. Puis en même temps, il faut faire attention parce que ce masque-là, c'est pas la réalité. Puis il faut s'assurer d'avoir le moins de masques à porter le moins souvent possible parce qu'après ça devient une façade qui... Moi, je suis pas d'accord avec toi. Non? Moi, j'ai vraiment cette impression-là régulièrement. Moi, je porte pas de masque, mais j'ai fait des tests de personnalité, c'est le MBTI ou le Pathfinder, qui m'ont aidé à vraiment identifier c'est quoi mes forces et faiblesses. Puis au contraire, j'ai adopté l'approche de dire je suis trop transparent par rapport à mes forces et mes faiblesses. Okay. J'en parle de manière... Je passe des entrevues, là, je vais le dire... à quelqu'un. J'ai passé une adjointe récemment en entrevue. Je dis, écoute, je suis pas organisé, je suis en retard, j'ai de la misère vraiment à répondre à temps à mes courriels. Tu postillonnes. Je postillonne, j'ai une odeur corporelle douteuse. Es-tu capable de dealer avec ça? Puis, tu le sais dans quoi tu t'embarques. Et comme ça me permet justement de ne pas avoir à porter de masque. Et l'équipe a généré une imputabilité par rapport à ça. C'est intéressant, mais moi, mon point, c'était plus... tu sais, des fois, on se questionne sur le futur de l'entreprise, on se questionne sur le chemin, on vit des moments difficiles. Moi, j'ai de la difficulté à faire transparaître ces moments difficiles. Mais moi, je pense que je me trouve un peu entre vous deux. Tu sais, je suis comme toi, je vais me laisser mon petit jardin secret sur justement mes questionnements. Mais je vais quand même partager avec mes employés. Tu sais, moi, je suis TDA aussi. Fait que, au bureau, ben non, je suis pas tout le temps organisée. C'est le bordel. Puis venez-moi en aide. Puis je le dis, je le colle. Je dis, OK, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, j'ai besoin d'aide. Ah ouais, je le dis. Okay. Je crie. Ouais, vraiment. Je dis, venez m'aider. C'est le bordel. C'est encore mon orgueil, moi, qui m'empêche de quelque chose. Là. Avez-vous déjà pris un moment ou une journée de congé santé mentale parce que vous étiez plus capable? Oui. Oui? Oui. Récemment, en plus, où est-ce que... Je l'ai dit au monde, j'ai texté mes associés, puis j'ai dit, j'ai besoin que vous steppez up aujourd'hui. Okay. Ça passe pas. Puis souvent, tu le vois pas la veille, tu te lèves le matin, tu te dis, mon Dieu, que ça passe pas ce matin. Puis c'est d'être capable de faire ça, d'avoir une équipe en place pour le faire, moi, ça m'a sauvé la peau à plusieurs reprises parce que des conversations, des discussions, des négos, surtout avec des clients, des partenaires qui te rentrent dans la tête, puis ça prend une coupure. Puis si tu fais pas la coupure assez rapidement, mais c'est là que ça vient te manger de l'intérieur. C'est une spirale sans fin. Là. On parle de psychologue, mais est-ce qu'entre entrepreneurs, il n'y aurait pas façon de s'aider aussi parce que vous vivez des situations qui peuvent être similaires? Là? Moi, je trouve ça un des avantages de faire partie des Dérangeants, c'est ça, c'est de côtoyer d'autres entrepreneurs et d'être capable de discuter de ces sujets-là. C'est une forme de thérapie qui coûte pas cher. Mais non, tout à fait. Je pense que les entrepreneurs, moi, je dis souvent je me sens seul souvent. Tu sais, souvent où je me sens seul, d'autant plus que j'ai pas de partenaire ou d'investisseur. Et ce sentiment-là n'est pas le fun. Puis le plus je peux communiquer avec d'autres entrepreneurs puis discuter, même dans des univers différents, au moins ils comprennent ce que je vis. L'école d'entrepreneurship de base, de mon côté, a fait ça. Je n'avais jamais fait d'accélérateur, d'incubateur d'entreprise. Puis, ça a créé ce alumni-là, de mon côté, qui a créé une communauté où est-ce qu'on a pu échanger. Mais je remarque, au Québec, il y a une certaine fierté, une certaine compétition souvent des entrepreneurs. Puis, quand il y en a un qui a vraiment du succès, il y a une réaction qui fait que moi, pourquoi lui en a plus que moi? Oui. Puis, puis oui, moi aussi, j'étais allée à l'école, j'ai fait ma première session. Puis c'est allée à l'école. J'étais allée à l'école, je suis retournée. Bravo. Le EB. Puis j'ai vraiment vu, justement, avec d'autres entrepreneurs, que finalement, on a toutes les mêmes concerns, on a toutes les mêmes inquiétudes. Alors, parlons-en.
C'est ce que j'ai à dire. Bravo les dérangeants pour cette discussion-là, parce que c'est vraiment pas... On va aller prendre un verre. Pour nos auditeurs, sans blague, par exemple, je tiens à vous rappeler qu'il y a de l'aide si vous vous sentez en détresse ou si vous connaissez quelqu'un qui est en détresse. Au Québec, il y a les centres de prévention du suicide qui est 1-866-APPEL, 1-866-277-3553 en tout temps, partout dans la province. Il y a aussi l'organisme Revive qui vient en soutien aux personnes qui souffrent d'anxiété, de dépression, de troubles bipolaires au 1-866-REVIVRE, 1-866-738-4873. Ça, c'est partout au Canada, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Donc, sur une note plus joyeuse, c'est déjà tout pour les dérangeants pour cette première saison. Un très grand merci à Jackie Galland à la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, au mouvement Desjardins et à l'Université Concordia pour leur support. Merci beaucoup, Mathieu. Je tenais à faire un gros prop sur ta qualité d'animation, ta préparation, tes commentaires déplacés aussi. C'était vraiment très apprécié pendant toute cette saison. C'était un plaisir. Et se rire. Malgré ma blessure. Donc, et merci les dérangeants, Étienne Crevier, Carlo Coccaro, Marie-Claude Duquette. C'était Mathieu Charette du Journal Les Affaires qui espère vous reparler très bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.